Bonjour Bruno Pendas. Bonjour. Merci de m'avoir accepté pour cette petite interview. Nous sommes en 2022 à Ouais. 7. Et tu étais poète invité l'année dernière. Même l'année d'avant. Même avant, c'est plusieurs ouais. fois. Tu es presque vétéran de, Ouais. de festival. On vétéran de. Ouais. Vétéran, bon. Quand tu as commencé à écrire? Il y a longtemps, je ne sais plus quand exactement. J'ai écrit en français, en occitan, très vite, quoi. J'ai eu envie d'écrire en occitan parce que j'étais influencé par des gens que j'avais lus et qui m'avaient beaucoup plu, que j'avais entendu, des chanteurs, tout ça. Et voilà. Et j'ai eu envie d'écrire en occitan parce qu'en même temps, on a une relation. Je pense que les gens qui écrivent en occitan, ils ont une relation à la langue qui est une relation d'amour, d'envie de la brandir, un peu comme une langue de révolte, j'allais dire, mais il n'y a pas forcément une dimension de révolte, mais cette langue, elle a tellement été piétinée, méprisée et tout ça, qu'à un moment donné, on s'est trouvé confronté à l'alternative de soit la laisser mourir et puis on n'en parle plus, soit essayer de faire quelque chose pour la tenir en vie. Alors je ne dis pas que c'est la seule motivation des gens qui écrivent en occitan, mais il y a quand même de ça, parce que sinon on écrirait en français, et puis, puis on le voit bien, ici c'est un festival de poésie, l'occitan est très tenu à la marge, alors qu'on est au cœur de l'Occitanie, ici on est à Sète, c'est une ville occitane. Vous êtes chez vous, mais ouais, c'est comme une langue étrangère. Mais voilà, on est considéré, c'est même pas comme une langue étrangère, on est moins considéré qu'une langue étrangère. Enfin, on est très marginaux, là, on est à la marge de la marge. Non, c'est vrai. Bon, après, on va dire Sète est une ville, bien sûr, Sète est une ville cosmopolite et tout. Alors oui, bien sûr, mais être. Quand même. Ouais, mais être occitan, ça n'a jamais empêché d'être C'est la cosmopolite. langue d'Occitane, en fait, accueille les autres, même français. Ouais. Mais bon, enfin, c'est comme ça, voilà. Donc ici, on est un peu les Indiens, quoi. Voilà, c'est vrai. Alors, premier poème, premier recueil publié. Alors, premier poème publié, je crois, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est. Alors, premier poème publié. Alors, les premiers poèmes publiés que j'ai eu publiés, c'était en français, et c'était dans une revue belge qui s'appelait Mensuel 25, une revue qui était éditée à Liège, qui a disparu depuis. Et c'était grâce à une éditrice qui s'appelle Françoise Favretto, qui a toujours une activité éditoriale, qui s'occupe des ateliers de l'Agneau. C'était sa maison d'édition, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, qui édite toujours une revue, je ne me rappelle plus le nom de la revue. Enfin bref, et donc j'avais édité là-dedans. Ensuite, en occitan, je crois que la première fois que j'ai été publié, c'est dans la revue Hoc. Et ça remonte à. Moi j'avais déjà une trentaine d'années, ça remonte à 30 ans en arrière, quoi. Et c'était à l'époque où Bernard Manciette, qui est un poète occitan célèbre, dirigeait cette revue, et j'avais envoyé des textes, quoi. Et ils m'ont passé un texte que j'avais envoyé, un poème. Je me rappelle que ça parlait d'une histoire de cathédrale. Je me rappelle qu'il y avait l'expression dans un grand silence poilu. Et Manciette, je pense que c'est Manciette, il avait supprimé le mot poilu parce qu'il avait dû trouver que ça faisait trop poilu, justement. Et moi j'avais mis le mot poilu et il m'avait enlevé ce mot poilu. Donc j'avais tiqué un peu quand même, mais j'étais content quand même d'être publié dans Hoc. Et ensuite j'ai régulièrement. Et aujourd'hui je m'occupe de cette revue en tant que. Je ne suis pas du tout à la tête de la revue, mais j'aide à la création de la revue, à la confection de la revue. Les auteurs qui t'ont marqué ou inspiré? Il y en a plein et il n'arrête pas d'y en avoir. Les auteurs en occitan, tu veux dire? Occitan ou ta poésie? Alors moi je ne suis pas seulement un lecteur de poésie, je lis un peu beaucoup de choses, des polars, des romans,
Et comme je découvre tardivement des choses, je sais pas, des auteurs qui me marquent, il y en a tout le temps. Tiens, dernièrement, j'ai découvert une autrice occitane, une poète occitane qui est Marcelo Del Pastre, qui est une autrice extraordinaire, vraiment quelqu'un qui est une poète fabuleuse. Je dis une poète parce qu'il paraît qu'elle n'aimait pas le mot poétesse, elle disait poétesse de mes fesses. Et elle est superbe cette femme, c'est une auteure extraordinaire. Elle est éditée en occitan et en français. Il y a des éditions bilingues, je crois que c'est le Camille Senzaume. Et puis sinon, bref, Saume Spagan. Et après sinon des auteurs, je sais pas moi, il y a Yves Roquette qui m'a énormément marqué quand j'étais jeune, et qui m'a toujours marqué ensuite d'ailleurs. Yves Roquette, qui est un auteur occitan très très important pour moi. Il y a Michel Chadeuil, un auteur nord-occitan qui a également été très important. Il y en a plein d'autres, quoi. Enfin, Bernard Mancier, bien sûr. Et puis après, dans les Français, je suis peut-être moins. J'ai peut-être été plus marqué par des chanteurs finalement. Alors si, Jacques Audiberti, mais que j'ai découvert grâce à Nougaro, grâce à Claude Nougaro, un chanteur toulousain. Là. Et enfin toulousain, je dis toulousain, je ne sais pas pourquoi je dis toulousain, mais un chanteur quoi. Et voilà, donc j'arrête pas de découvrir des trucs. Mais moi je suis ni un universitaire, ni un. Je suis un lecteur, quoi, c'est tout. Donc, et je découvre des trucs qui sont des classiques. Par exemple, j'ai découvert Dostoïevski il n'y a pas longtemps. Dostoïevski, c'est un personnage, un auteur extraordinaire. C'est pas un poète, hein, mais c'est un personnage qui avait un imaginaire. Quand tu lis ça, tu te dis que Freud, il n'a rien inventé, quoi. Il a tout pompé dans Dostoïevski, en fait. Mais y compris des notions comme l'inconscient et tout ça, il est allé le prendre là-dedans. La haine d'un fils pour son père et tout ça. Mais voilà, donc je me nourris de ces lectures que j'oublie au fur et à mesure. Et puis bon, voilà. C'est ça, tout ça, ça me permet d'écrire aussi. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? C'est une approche poétique. Comment j'écris je dirais que comme peut-être tous les gens qui écrivent, à un moment donné, je ressens que l'instant est mûr pour l'écriture. D'abord, j'ai besoin d'être seul pour écrire, j'ai besoin d'être isolé. Ensuite, j'ai besoin de fixer. Des fois, c'est l'envie de fixer un instant. C'est l'envie de fixer un événement, un instant. J'écris là par exemple, c'est un poème, donc bon, je vais le lire et puis après je te dirai comment je l'ai écrit. C'est un poème qui s'appelle Talata. Alors, Talata, c'est pas de l'occitan, c'est du poulard et ça veut dire c'est un des jours de la semaine. Je me rappelle plus, je crois que c'est le mardi. Bon. Poulard, c'est une langue africaine parlée au Sénégal, entre autres, dans d'autres pays aussi africains. Une Aucelu Pichu, negre luzen, cap blau metallique, lungo cugo primo, tusto a ma finestra, pei sembolo. Per carriero, l'ubuc Pichu, abramat quatre cops. Une flou de sang, pintro la parete del tuat. Un petit oiseau, noir luisant, tête bleue métallique, longue queue fine, frappe à ma fenêtre, et puis il s'envole. Dans la rue, le petit bouc a crié 4 fois. Une fleur de sang peint la paroi de l'égout. Alors comment j'ai écrit ça? J'ai écrit ça
en me remémorant, mais ça faisait pas longtemps que ça venait se produire, une scène lors d'un voyage que j'ai fait dans une petite ville du sud du Sénégal qui s'appelle Kolda, où j'ai des amis là-bas, des amis sénégalais. Et comme cela se pratique là-bas, quand un visiteur vient, on sacrifie un bouc ou mouton, mais là en l'occurrence c'était un petit bouc. Et là-bas, pour sacrifier un bouc, il se complique pas la vie. Hein. Enfin, on le sacrifie pour le manger, hein. C'est pas uniquement pour le sacrifier, on le sacrifie pour le manger. C'est pour faire honneur à l'invité, au voyageur. Et en fait, ils ont pris un petit bouc et ils l'ont égorgé dans la rue, sur le bord d'un égout à ciel ouvert. Et moi, pendant ce temps, j'étais dans ma chambre. Et j'ai entendu le bouc bramer, quoi, enfin crier pendant 4 fois il a crié. C'était de plus en plus rauque. Et bon, je savais ce qui était en train de se passer puisque c'était en train de l'égorger. Et quand je suis sorti, j'ai vu sur la paroi de l'égout, il y avait comme une fleur de sang rouge. Et le petit bouc, il était déjà débité en morceaux, hein, ça va très vite. Hein. Et on s'est régalé ensuite de manger le petit bouc. Et pendant ce temps, pendant que j'étais en train d'entendre cette scène, il y a un oiseau, un petit oiseau mais très joli, avec cette couleur bleu métallique, donc je ne sais pas ce que c'était comme oiseau, qui effectivement est venu se poser sur le bord de ma fenêtre et qui a tapé à la vitre avant de s'envoler. Voilà, on pouvait interpréter cette situation en disant que c'était peut-être l'âme du bouc qui s'envolait pendant que le bouc était en train de mourir. Et voilà, donc c'est une scène cruelle, mais en même temps qui a un côté un peu magique. Hein. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice à l'hospitalité. Parce que j'avais appelé ce poème dans une première version « Honneur à l'étranger ». De l'art d'accueillir l'étranger, parce que c'était moi l'étranger en l'occurrence, en sacrifiant en son honneur un animal en l'occurrence qu'on va manger. Et la cruauté et la magie et la tendresse aussi de cette scène, puisque c'était à mon honneur que l'on faisait ça, m'a donné envie d'écrire un poème. C'est-à-dire que j'ai écrit le poème parce que j'ai ressenti cet instant un peu étrange où l'âme du bouc transformée en oiseau s'envolait, mais venait me faire signe en disant c'est pour toi qu'on m'a tué, c'est pour toi qu'on m'a tué, donc c'est pour toi que je souffre en ce moment et que je crie. Régale-toi bien de manger ma viande, petit homme. Voilà, je l'ai interprété comme ça. Super. Et donc j'ai écrit ce poème. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et occitane? Qu'est-ce que je pense de la poésie? Oui, actuelle francophone et occitane. J'en pense le plus grand bien. Je pense que comme tout le monde, je me dis, des fois on peut s'interroger sur pourquoi, à quoi ça sert la poésie. Donc ça sert à rien, si ce n'est peut-être à rendre la vie de chacun, de celui qui écrit pour l'instant, déjà pour commencer, et peut-être aussi un peu de celui qui lit, de rendre la vie plus belle, je parlais de Marcelo Del Pastre tout à l'heure. Marcelo Del Pastre, c'est quelqu'un cette écrivaine occitane du Limousin, là. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert apparemment. Enfin, quand on lit ses écrits, elle était manifestement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression profonde, mais elle a sublimé, elle a survécu, ou elle a géré, comme on dit aussi, sa dépression grâce à l'écriture poétique, hein, parce qu'elle a transformé cette
cette écriture poétique, ce sentiment de mal-être finalement a de très belles œuvres. Et en même temps, la poésie, c'est aussi un moyen de... Alors il y en a qui disent, les peintres le disent ça aussi. Moi j'ai une amie peintre là qui s'appelle Anna-Marie Cutolo, qui fait de la magnifique peinture et qui, pour elle, se fait un peu l'interprète des esprits quand elle peint, c'est-à-dire qu'elle révèle sur les toiles des visages qui lui apparaissent. C'est pas elle qui les... Enfin, elle les peint bien sûr, mais elle les fixe en quelque sorte. Elle fait un travail comme ferait un photographe, sauf qu'elle peint. Elle peint des visages, des corps. Mais la poésie c'est un peu pareil. On révèle on a des choses qui viennent. Alors des sentiments, des représentations, et puis on les exprime, on les fait vivre, et dans ce fait de les faire vivre, peut-être que, un peu comme ces médiums africains qui dialoguent avec les esprits, qui affleurent à fleur de sol, ou dans les arbres, ou dans les animaux, etc., arrive à établir un contact, et que ce contact permet une circulation des énergies. Enfin, je me lance dans des théories là, mais c'est pour répondre à ta question, mais sinon je ne me pose pas toutes ces questions. Ça permet une circulation des énergies vitales, et voilà, ça sert à ça, quoi. C'est-à-dire c'est des trucs un peu impondérables qui font que la vie circule plus facilement, on respire mieux, l'air circule, la brise circule, ça fait chuter un peu la température. En fait, il y a comme dit, dans la poésie francophone actuelle, il y a des différents types d'écriture déjà. Oui. Donc, est-ce que c'est une richesse, ou bien on s'éloigne de la poésie? Et parfois, comme disent certaines personnes qui disent que la poésie francophone, donc d'ailleurs dans les autres pays aussi, en agonie ou dans une grande décadence, ou bien c'est carrément une nouveauté, une richesse de... Moi je pense que la poésie c'est comme la musique, c'est-à-dire que tu as 50 000 manières de faire de la musique, tu as 50 000 manières de faire de la poésie. Alors il y a des gens qui sont très axés sur un type particulier de musique, par exemple. Il y a des gens qui vont te dire moi je n'écoute que du classique, tout le reste ça m'intéresse pas, ça vaut rien. D'autres gens qui vont te dire moi je n'écoute que du jazz, tout le reste c'est nul. D'autres qui vont te dire moi le rock et point à la ligne, et encore ils vont te dire ça c'est du rock, ça c'est pas du rock, ça c'est bien, ça c'est nul. Donc tu peux avoir toutes les chapelles que tu peux imaginer. En poésie c'est pareil, tu peux avoir toutes sortes de chapelles. Bon, moi je suis très éclectique, j'aime beaucoup de choses, peut-être j'aime pas tout, hein, mais j'aime beaucoup de choses. À partir du moment où c'est fait avec sincérité, tout peut me plaire en fait. Donc je sais que bon, à la base, moi comme tous les gens d'un certain âge et d'une certaine époque, et qui sont passés par l'école française et tout ça, j'ai été formaté un peu sur la poésie Ronsard, la poésie très structurée avec des sonnets, avec des règles très précises sur les rimes et tout ça. Mais en même temps, bien entendu, j'aime tout le reste, quoi. Enfin, j'aime tout le reste. Alors bon, je suis peut-être classique dans le sens où je suis resté sur des trucs comme Rimbaud, Lautréamont, plus que sur des poètes plus contemporains que je connais moins bien peut-être, mais non, j'aime tout, c'est comme en musique, quoi. En musique, j'aime le reggae, j'aime Mozart, j'aime des musiciens contemporains, la musique répétitive, j'adore ça. J'aime la musique traditionnelle, j'aime la musique africaine, j'aime les musiques africaines, j'aime tout, enfin, je crois que j'aime tout. Donc il n'y a pas une manière de faire. Donc la poésie francophone, il y a de tout dans la poésie francophone aujourd'hui, je pense. Alors s'il y a un truc qui peut me déplaire, c'est quand
c'est quand c'est trop, justement quand ça se veut trop, peut-être trop, une certaine forme d'élitisme j'aime bien quand ça déborde un peu sur un côté un peu décontracté et populaire, disons, j'aime bien ça. Mais en même temps, Audiberti, par exemple, c'est pas un poète qui est réputé pour être un poète très populaire. Mais j'adore Audiberti, non, enfin, pour sa poésie, mais aussi pour ses romans, bien sûr. Bon, c'est pas un poète très contemporain, puisqu'il est du XXe siècle, même bien, bon, c'est pas un poète très ancien non plus. Et puis, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire, ouais, il y a 50 000 manières de faire de la poésie. Sinon, c'est comme dit dans les poésies occitanes Ouais. aujourd'hui. Et il y a vraiment les lecteurs de la poésie occitane et il y a des nouveaux poètes qui viennent, comme on dit, quelque chose où... Oui, voilà. Oui, il y a c'est très important. Il y a pas mal de nouveaux poètes. Il y a pas mal de nouveaux poètes. Il y a notamment des femmes, des jeunes femmes. Bon, c'est vrai que j'ai 60 et quelques années, donc la notion de jeune devient relative pour moi. Mais non, il y a des personnes qui sont jeunes, qui se mettent à écrire de la poésie en occitan. Alors avec un arrière-plan peut-être un peu plus reconstitué, on va dire, que ça pouvait être le cas pour des gens de mon âge. Parce que forcément l'occitan étant une langue qui s'est un peu perdue dans la pratique courante, c'est plus difficile d'avoir des points de repère dans l'expression orale en occitan. Mais oui, il y a des jeunes poètes. Et dans la revue OC, on édite régulièrement des gens qui sont des nouveaux écrivains, on va dire. Alors pas forcément des jeunes d'ailleurs, hein, ça peut être des gens un peu plus âgés, mais il y a des jeunes dans le groupe. On considère que quelqu'un de 30 ans est jeune, hein, mais bon, je pense que quelqu'un de 30 ans est jeune. Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu à propos de la revue DOC? Ouais, alors. De l'histoire. Alors la revue OC, c'est une revue qui est presque centenaire, puisqu'elle a été fondée en 1923. Une des plus anciennes revues. Ah ouais, alors il y a d'autres revues occitanes qui sont. Je crois que Gaï Sabé, c'est une revue qui a été fondée encore avant, début vers 1900 et quelques là. Eux, ils ont déjà fêté leur centenaire. Il y a Réclame, aussi une revue gasconne qui a été fondée, mais je crois un peu plus tardivement que OC. OC, c'est 1923, donc ça fait presque 100 ans, on fêtera les 100 ans l'an prochain. Et dans OC, on écrit, je veux dire, pratiquement tous les gens qui aujourd'hui sont reconnus comme étant des grands écrivains occitans. Et la revue OC a même été dirigée par certains de ces grands écrivains comme Max Rouquette, comme Bernard Manciette, que j'ai déjà cité. Puis il y a une foule d'autres personnes qui ont écrit dans OC. Alors qu'est-ce qui caractérise OC par rapport aux autres revues? Bon, d'abord c'est une revue qui est une revue pan-occitane, c'est-à-dire que depuis toujours elle est ouverte à l'ensemble des dialectes occitans, donc on y tient à ça, à ce qu'on soit pas uniquement focalisé sur le languedocien ou le provençal ou le gascon ou je ne sais quoi, donc on a systématiquement une grande ouverture. Ensuite on a une volonté, je dirais, à la fois d'enracinement dans le monde et de se foutre un peu des cadres, c'est-à-dire ça nous emmerde les catégories, les cadres, les frontières, j'allais dire, et tout ça. Donc on ne veut pas être enfermé dans une étiquette sous prétexte qu'on est occitan. Parce que les gens, ils ont tendance à faire ça ici, vous êtes occitan, donc ouais, vous intéressez au passé, c'est bien. Le patrimoine, c'est important. Bien sûr, c'est important le patrimoine, mais nous, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas notre but. Notre but, c'est pas à travers OC de faire œuvre pour le patrimoine. Non, on fait œuvre pour la création. Et cette création, ça nous intéresse aussi qu'elle soit, enfin, par définition, la création, il faut que ce soit original. Il faut que ce soit un peu, que ça choque un peu, que ce soit un peu de travers par rapport à tout ce qui se fait jusqu'à présent. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est cette créativité, cette originalité, donc, moyennant quoi on est aussi ouvert aux arts plastiques. Donc on a, surtout dans les dernières, depuis ces dernières années, on a une place importante consacrée à
au dessin, à la peinture, à la sculpture. Donc toujours des illustrations ou des photos aussi, la photographie, très important la photographie. Et puis on garde un lien avec le monde catalan, parce qu'il faut savoir qu'au début, la revue Hoc était une revue occitano-catalane. Je pense que d'ailleurs, un certain temps, elle a été éditée à Barcelone. Et on a toujours une rubrique qui s'appelle Germano, donc la fraternité en catalan, où il y a des poètes catalans qui sont présents. Et je m'occupe plus spécialement de cette rubrique, je ne suis pas le seul, mais enfin, je m'en occupe assez souvent. On a une rubrique qui s'appelle la rubrique Convidat. Donc on invite un poète ou des poètes d'une autre culture, d'une autre langue. Alors, par exemple, dans le prochain numéro qui va paraître en septembre, ça va être des poètes gaéliques irlandais. On a profité du fait qu'il y a pas mal d'Irlandais qui sont installés dans l'Hérault là. Et on a Jean-Paul Cressac, l'éditeur des Jours, là, des éditions de Jour, qui habite à Montpeyrousse et qui connaît certains poètes irlandais qui habitent là aussi. Et donc avec eux, on a préparé un numéro en gaélique irlandais, où il y aura donc les textes en gaélique et la traduction en occitan. Donc ça c'est pour le mois de septembre, pour le prochain numéro. Il y a quelques numéros en arrière, on avait fait la même chose avec des Écossais. Donc ça c'est moi qui m'en étais occupé, gaélique écossais. Et c'est là que c'est intéressant de faire ça parce que tu te rends compte que il y a des pays où la poésie n'a pas exactement le même statut qu'en France. En Écosse, la poésie c'est une institution, quoi. C'est-à-dire que tu as... alors je ne dis pas qu'il faudrait qu'on ait ça ici, mais enfin c'est rigolo. Ils ont un poète national par exemple. Il y a le Makar écossais, c'est une femme actuellement, qui est élu le poète national écossais. Bon, il écrit en anglais la plupart du temps, mais il perpétue une tradition poétique avec les bardes, tout ça, enfin, qui est une tradition très populaire. C'est-à-dire que la poésie est une affaire populaire. On a eu également dans la même rubrique des poètes sardes. Donc on a été invité, grâce à ça, on a été invité en Sardaigne à participer à un festival de poésie. Et c'est là qu'on a été accueillis en tant que poète occitan comme des rois, quoi. Je ne sais pas d'autre mot. On a vraiment été au festival de Sénégué, à une petite ville du centre-ouest de la Sardaigne. Et l'un des poètes qui nous a accueillis, Mario Cubedo, est un gars que j'avais traduit grâce à Franck Ducros, un italianiste là, occitan, en occitan. Et là on a vu aussi une réalité poétique enracinée localement, c'est-à-dire avec des participants qui étaient un maçon, un vigneron, une infirmière, des gens du village qui étaient impliqués non seulement dans l'organisation du festival, mais qui étaient également participants, poètes eux-mêmes. Un peu comme ici, tu avais le boulanger ou le maçon ou le pêcheur du coin qui écrivaient des poèmes et qui viennent les présenter ici, en plus de participer à l'organisation matérielle du festival. Donc je me suis dit, bon, il y a des régions ou des pays où la poésie a un statut peut-être un peu plus populaire, un peu plus enraciné dans une tradition poétique que ici. Où ici, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que le festival de Sète est un festival un peu, même si bon, c'est un très beau festival, il s'est fait de très belles choses, et on y est. Hein. Mais peut-être que c'est un côté un peu, malgré tout, un peu plaqué de l'extérieur, un peu touristique si on veut, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un avis personnel, mais bon, donc, enfin, tout ça pour parler de cette rubrique Convidat qui nous permet d'avoir des contacts. Et encore dernièrement, grâce à Pauline Kamakine, on a pris contact avec des poétesses québécoises, donc qui écrivent en français du Québec, qui ont une revue qui s'appelle Femmes de parole. Et on va certainement
pour la première fois, inviter dans la rubrique Comidat des poètes français, mais québécois, qu'on va traduire en occitan. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est traduire en occitan des poètes français dialectaux, c'est-à-dire des gens qui écrivent en picard, ou en wallon. Alsacienne. Alors l'alsacien, c'est pas du français, mais c'est quand même c'est autre chose. Oui, Mais oui, c'est parlé en France. Mais j'aimerais voilà, qu'on fasse ça, on le fera. On le fera. Mais on a beaucoup de projets et peu de moyens. Ouais. Donc il y a beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. On a beaucoup de volonté, oui, on a beaucoup de volonté. Enfin, est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les jeunes, pour les autres? Alors, pour celui qui écrit, oui, je pense que c'est un besoin et une nécessité. Pour les autres, je pense que ça peut... Enfin, les gens, on n'a qu'à voir, on vit dans une société qui se passe royalement de poésie. La poésie n'est pas ce qui préoccupe. D'ailleurs, il y a un truc rigolo, c'est que par chez moi, là, quand on dit de quelqu'un, si tu te fais traiter de poète, toi, celui-là c'est un poète, ou même d'artiste d'ailleurs, celui-là c'est un artiste. Il y a aussi l'expression d'ailleurs, c'est un Pink Floyd. C'est pas un compliment, ça veut dire que c'est quelqu'un de fantaisiste à qui on ne peut pas vraiment faire confiance et qui quand il va te planter une souche de vigne, il va la planter à l'envers, quoi. Bon. Donc ça c'est le côté, la perception un peu, bon, le poète c'est celui qui finalement n'est pas adapté au monde dans lequel on vit. Et la poésie du coup, comme je disais tout à l'heure, soit ne sert à rien, soit au pire même vient contrecarrer le bon marché du monde. Mais le bon marché à tous les sens du terme d'ailleurs. Mais justement, je pense que ça correspond à un besoin, c'est-à-dire que la poésie correspond à un besoin et que d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être au travers de la chanson, ça peut être au travers de la parole, le langage est plein de poésie. Tiens, j'employais tout à l'heure une expression qu'employaient mes filles quand elles étaient à l'école primaire, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai des filles jeunes. Maintenant, pour boire, tu sais, quand tu bois, au lieu de boire en suçant le goulot, tu bois comme ça, là. Tu fais couler dans la bouche. Les enfants aujourd'hui disent boire en Wi-Fi. Donc ils ont adapté un mot du vocabulaire technique, informatique, contact à distance, pour désigner un acte concret de la vie quotidienne. Ils boivent en Wi-Fi, sans toucher le goulot. Donc c'est de la poésie. Le langage, c'est une invention poétique. Donc les gens qui inventent des expressions, de la poésie, il y en a un peu partout et on en a besoin pour... Enfin, elle est à la fois nulle part et partout. C'est comme la police. Non, c'est le contraire de la police. Police partout, liberté nulle part. Bon, la poésie, elle est traquée partout. On la traque partout, on la chasse partout, mais elle n'est pas nulle part. Elle est partout quand même, quoi. Elle est nulle part et partout. Je pense que la poésie, on en a besoin, quoi qu'on en dise. C'est comme... Bon, le problème, c'est qu'on vit dans un monde, comme disaient les Cathares, qui est un monde assez diabolique, en fait. Il faut bien le dire, quoi. C'est un monde qui est diabolique. Bon, là, ici, on n'a pas trop à se plaindre, mais enfin, quand tu te prends des bombes sur la tête, tu es obligé de dire que le monde est diabolique. Mais malgré tout, dans ce monde diabolique, la poésie circule et arrive à survivre. Et parce que si elle arrive à survivre, c'est bien qu'il y a un besoin. Mais la poésie, comme tout le reste, comme l'art en général, elle peut devenir l'objet d'une merction, d'une prostitution, d'une instrumentalisation. La poésie peut devenir publicitaire, la poésie peut se mettre au service de discours politiques exécrables. Beaucoup de grands poètes ont mis leur talent au service de dictateurs. Ça a servi à un moment donné, mais ça n'a pas servi dans le bon sens du terme. Mais oui, les gens ont besoin de poésie. Alors heureusement, la poésie, c'est aussi ce qui permet de rester libre
un petit peu dans un monde qui nous par ses contraintes, par sa médiocrité, enfin sa médiocrité, c'est pas le monde qui est médiocre, c'est l'homme qui est médiocre, c'est nous qui sommes médiocres. En fait le diable c'est nous, quoi. C'est nous qui sommes le diable, hein. Je dis le monde est diabolique, mais c'est nous qui sommes le diable. Et pas le diable au bon sens du terme, le mauvais diable, pas le bon diable, le mauvais diable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais te lire un autre poème de la même comment dire, série là, que tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai écrit un truc qui s'appelle une semana sénégalaise, une semaine sénégalaise. Chaque jour de la semaine. Donc, Altine c'est le lundi, en poulard. Voilà. Un hostal de las parets jaunos. Cortinos blavos a las finestros, buleu gondussoment a l'auro, beleu en Africo, beleu boro de mar. Aquell hostal, lo coneixi. I morisqueri un copero. Marcido la frescura dels rius, lo mund es vengut biel. Din lo tren per Saipasun, massaco cumulo de fardo lurdo, agacci l'eschino de guitarro de la fenno culcado da bagneu. Un tibidavo me spero beleu, mas me cal pas mancar lo camioment. Sul cai los viaggiaires son escasses, lo fume rebalo de flus passidos e de porcs cuflats. Los justiciers son afarandats, l'eu la neit tombarà, lo calabru espandirà un drapeu negre sul fouillun. Alors, c'est un poème qui parle du voyage, mais qui est un voyage, on ne sait pas trop d'où vers où, et qui est peut-être aussi un voyage entre la vie et la mort, puisque à certains moments, la naissance et peut-être la mort sont comme des lieux, comme des gares, des lieux où peut-être nos âmes choisissent un chemin ou suivent un chemin. Un peu comme ces voyageurs dans les aéroports qui suivent une piste là, pour une correspondance. Et c'est l'ouverture d'un voyage, mais c'est un voyage peut-être entre la vie et la mort, hein, pas forcément entre un lieu et un lieu. Une maison au mur jaune, des rideaux bleus aux fenêtres, bouge doucement à la brise, peut-être en Afrique. Peut-être au bord de mer. Cette maison, je la connais. J'y suis déjà mort, autrefois. Elle est fanée, la fraîcheur des rivières. Le monde est devenu vieux. Dans le train qui va je ne sais pas où, j'ai mon sac plein de linge sale. Je regarde le dos en forme de guitare de la femme qui est couchée devant moi. Un tibidabo m'attend peut-être, mais il ne faut pas que je rate le changement, la correspondance, il ne faut pas que je rate la correspondance. Sur le quai, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Le fleuve traîne des fleurs fanées et des cadavres de porcs gonflés. Les justiciers sont affairés, bientôt la nuit va tomber. Le crépuscule brandira un drapeau noir sur le feuillage, étendra un drapeau noir sur le feuillage. Intersticis. Entre la pato de l'aucel et la branco, une raille de soulel. Entre le soulel et la branco, une aucel. Entre l'aucel et le soulel, l'arbre et le budget. Alors, entre la patte de l'oiseau et la branche, un rayon de soleil. Entre le soleil et la branche, un oiseau. Entre l'oiseau et le soleil, l'arbre et le vide. Voilà, c'est juste un poème pour dire toujours pareil. Je me rends compte que finalement c'est des poèmes qui parlent un peu toujours de la même chose, du passage entre la vie et la mort et de ces interstices
entre les éléments du monde qui nous entoure qui font que bon, on est en passage et on est en transit quoi, de l'un à l'autre. Voilà. Merci beaucoup.